Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la diversification des espaces et des acteurs de la production. C'est le thème 2 de géographie en première technologique. Alors, dans ce thème, on va parler des espaces et des acteurs de la production. Donc, tout d'abord, les espaces et les acteurs de la production, c'est quoi? C'est tout simplement un espace de production, c'est un espace qui produit une richesse exportable à l'extérieur. Donc, en économie, on oppose la sphère productive de la sphère résidentielle. Donc dans une économie, dans un territoire, il y a des entreprises, des activités qui produisent des biens exportables. Par exemple, le tourisme, on vient consommer quelque chose, donc c'est un revenu qui arrive de l'extérieur, mais également la production agricole, la production industrielle qui va entraîner des biens exportables. Tout cela, c'est ce qu'on va appeler des systèmes productifs. Et donc, il y a des espaces productifs avec une spécialité productive. Il y a des espaces productifs spécialisés dans le tourisme, d'autres dans l'industrie, d'autres dans la connaissance, et on va vendre des choses à l'extérieur. Donc c'est ça dont on va parler des systèmes productifs, des ensembles, c'est-à-dire des acteurs, donc des entreprises, des sociétés et des espaces qui produisent des richesses exportables. Alors, il y a un premier phénomène à noter. Ce premier phénomène, c'est la mondialisation. Avec la mondialisation, c'est quoi? C'est l'augmentation des échanges au niveau mondial. Alors, la mondialisation, elle entraîne un grand changement. Ce grand changement, il est qu'il y a une hausse des échanges au niveau mondial. C'est la définition même de la mondialisation. Mais également une mise en concurrence des acteurs au niveau mondial. Face à cette hausse des échanges, les acteurs économiques dans le monde entier vont adopter des stratégies. Ces stratégies conduisent à une localisation optimale de leurs fonctions productives. Et cela, ça aboutit à ce qu'on va appeler la division internationale du travail ou la division internationale des processus de production. C'est ce qu'on va définir en introduction. Cette division internationale du travail ou division internationale des processus de production conduit à segmenter les productions entre pays spécialisés dans les fonctions de conception, dans les fonctions de design, dans les fonctions intellectuelles, on va dire, les pays qui sont spécialisés dans l'assemblage et les pays qui sont spécialisés dans les fonctions de sous-traitance, d'entretien de matières premières ou même de dépollution. Et on parle ainsi d'une chaîne mondiale de production et c'est ça qu'on appelle la division internationale des processus de production. On se demandera donc comment la mondialisation, par les flux qu'elle crée, diversifie les espaces de production et les acteurs par la division internationale des processus de production. Alors, tout d'abord, il y a une hiérarchie productive mondiale qui se crée par cette division internationale des processus de production. Tout d'abord, il y a les pôles de la triade, qui sont les centres historiques de la production industrielle et agricole, c'est-à-dire ceux qui ont été industrialisés historiquement en premier et qui détiennent aujourd'hui les fonctions de commandement de la mondialisation, qui sont les sièges sociaux des entreprises, mais également... et ça, c'est le plus important, aujourd'hui, les centres de recherche, d'innovation et de développement qui sont dans les pays développés. Et du coup, ces pôles de la triade, c'est le Japon, avec la côte chinoise, l'Europe et bien sûr les États-Unis d'Amérique. Il y a d'autres pays qu'on peut assimiler au pôle de la triade, c'est les autres pays très développés, donc l'Australie, le Canada, par exemple. Ensuite, il y a les pays émergents. Donc, les pays émergents, c'est tous les pays qui sont dans des fonctions intermédiaires en termes de division internationale de processus de production. C'est des pays qui ont connu une industrialisation récente par l'accueil de délocalisations productives de la part des multinationales issues des pays des pôles de la triade. Ces pays sont des pays ateliers qui ont des fonctions d'assemblage et qui essayent de monter en gamme pour acquérir de plus en plus de fonctions productives et même aujourd'hui de la recherche et développement. Donc, ces délocalisations productives, qui sont aussi des IDE, des investissements directs à l'étranger de la part des pays développés, c'est principalement les pays asiatiques. Donc, dans les années 80, c'était Taïwan, Singapour, mais aujourd'hui, c'est la Chine, la Malaisie, le Vietnam et l'Inde, qui est dans une deuxième génération de pays émergents. En Amérique du Sud, également en Europe de l'Est et au Maghreb, on a des pays émergents qui accueillent les entreprises françaises ou allemandes qui font leur délocalisation. Alors, prenons la géographie productive de Renault, par exemple, qui est un constructeur automobile français. Renault, aujourd'hui, produit moins de voitures en France que dans les autres pays de l'Union européenne, mais même que dans les autres pays dans lesquels il a délocalisé. Aujourd'hui, Renault produit 341 000 véhicules par an dans son entreprise de Pitesti en Roumanie, 300 en Turquie, bientôt plus de 400 000 au Maroc, et ça va devenir devant la production française de Renault qui
qui est d'environ 500 000 véhicules en France. Et donc Renault va effectuer ses fonctions d'assemblage, ses chaînes de montage à l'étranger, dans des villes qui sont situées à proximité des ports en général, pour permettre d'exporter rapidement ses véhicules. Et elle va garder en France son centre de recherche et développement, qui se trouve à Guyancourt, et qui emploie quasiment 15 000 personnes. Renault compte maintenir son siège social, bien sûr, qui est à Paris, mais également ses fonctions de recherche et développement, de haute technologie, également ses véhicules prototypes, par exemple ses crash tests, c'est en France, et donc en cela, Renault opère une division internationale du processus de production. Alors, on peut également noter qu'il y a des pays qui sont exclus de la mondialisation. Alors, les pays qui sont exclus de la mondialisation sont des pays qui ont un faible niveau de développement et qui sont en général dans une instabilité politique. Donc forcément, il n'y a pas de délocalisation, pas d'investissement direct à l'étranger pour ces pays-là. Ces pays-là ne sont pas dans la division internationale des processus de production, mis à part pour l'exploitation de leurs matières premières. Donc, par exemple, de matières premières minières, par exemple. Donc là, par exemple, ce sera les pays d'Afrique subsaharienne, mais également des pays faillis, dans lesquels l'État n'existe plus, l'Afghanistan, par exemple, ou certains pays d'Amérique centrale, ou alors Haïti, ou même la Bolivie qui est fuie. Donc ça, c'est les pays qu'on appelle également les moins avancés, qui sont exclus de la mondialisation. Donc voilà, on peut opérer cette hiérarchie productive mondiale, pôle de la triade, pays émergents, pays les moins avancés. Bien sûr, il n'y a pas de case fixe et les pays peuvent croître dans cette hiérarchie. Bien, et cette hiérarchie va avoir tendance à changer avec l'affirmation des pays en développement, on va y revenir. Maintenant, dans cette hiérarchie, il y a une tendance qu'il faut qu'on note, c'est le fait que l'Asie connaît une intégration à la mondialisation accélérée et est en train de devenir le pôle majeur de la mondialisation. Plus de la moitié des FTN mondiales se trouvent maintenant en Asie. La croissance asiatique est supérieure à toutes les autres croissances des pays du monde, la croissance des importations, des exportations. Et on est dans un développement mondial, de l'économie mondiale, centré sur l'Asie. En cela, la Chine acquiert une place très importante, première puissance industrielle mondiale. Plus de bientôt 35% de la production industrielle mondiale se fait en Chine. On est devant des pays qui sont en train de s'imposer dans cette division internationale des processus de production. Et il y a en train d'avoir un renversement de la hiérarchie productive mondiale par cette réalité-là. Peut-être d'ailleurs que le coronavirus actuellement est la fin de la bascule avec l'avance qu'ont les Asiatiques actuellement. Ils sont capables de se protéger beaucoup mieux que les autres pays du monde, mais également ils produisent en avance des masques, des vaccins, tout ce qui est nécessaire à lutter contre la maladie, et là ils montrent leur supériorité productive. Il faut quand même continuer sur le développement spécifique de la Chine. La Chine, qui était un pays émergent dans les années 90-2000, est un pays aujourd'hui émergé. Le Made in China a remplacé le Made in Taiwan, mais l'insertion de la Chine dans la mondialisation se traduit par des géants et par une volonté de s'imposer dans la mondialisation. Les géants, ce sont les Alibaba, les Tencent, qui viennent concurrencer les GAFA, mais également les grandes entreprises chinoises, les Dongfeng Motors, les Huawei, qui essayent dans la mondialisation de remonter les chaînes de production et de produire en Chine. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le TGV, la Chine produit l'équivalent du réseau français chaque année en ligne de TGV. Les motrices des TGV chinois sont produites en Chine. La Chine a réussi à remonter la chaîne de production et elle se place comme un leader aujourd'hui du transport ferroviaire, par exemple. Et ça, c'est un grand changement. Pour parfaire ses exportations, la Chine développe une politique qu'on appelle les routes de la soie. Les routes de la soie, ça consiste en des facilités de communication, donc soit des ports, soit des lignes de chemin de fer, qui permettent à la Chine de communiquer avec l'extérieur. C'est également un ensemble de bases nautiques, de bases militaires maritimes dans l'océan Indien qu'on appelle le collier de perles. Bref, la Chine essaye par les routes de la soie d'assurer ses voies d'exportation vers l'extérieur, vers l'Europe, vers l'Asie du Sud, mais également vers l'Afrique. Et ces nouvelles routes de la soie
sont là pour parfaire la puissance de la Chine dans ses exportations. Alors après avoir vu cette géographie mondiale des espaces productifs, on va maintenant s'intéresser spécifiquement aux conséquences de cette division internationale des processus de production et à ce renforcement de l'Asie. Première conséquence, c'est un accroissement général des flux. Alors, il y a un accroissement général des flux depuis les années 80. Si les flux globaux de marchandises sont essentiellement entre les pôles de la triade, il y a de forts déséquilibres entre ces flux. On voit par exemple que l'Asie est un exportateur net de marchandises, de produits manufacturés vers l'Europe, mais également vers l'Amérique du Nord. Et l'Amérique du Nord exporte 2 fois moins vers l'Asie qu'il n'importe depuis l'Asie. Donc on a des déséquilibres importants. Avec l'Europe, le déséquilibre est un peu moins important, mais il existe aussi. Enfin, on a des flux énergétiques qui sont très importants. Avec ce développement de la mondialisation, il y a un certain nombre de pays qui se spécialisent dans les productions énergétiques, principalement d'hydrocarbures. Donc ça, c'est plutôt la Russie vers l'Asie et vers l'Europe, donc qui exporte du gaz et du pétrole, et le Moyen-Orient vers l'Asie également et vers l'Europe. Ces flux sont en très forte croissance, bien que le commerce intrazone reste en général supérieur au commerce extrazone dans le monde. C'est-à-dire qu'avec la division internationale des processus de production, on va quand même les échanges en Europe vont se faire quand même essentiellement entre les pays européens qu'avec l'étranger. Ces échanges passent par différents canaux. Les routes maritimes, avec leur forte croissance et leur développement, on l'a vu avec l'enjeu du canal de Suez qui était bloqué, par des câbles qui sont un ensemble de réseaux de câbles sous-marins qui sont sous les mers et qui permettent de drainer 99% des flux d'informations, et enfin par les aéroports avec une forte croissance du trafic aéroportuaire mondial. Et d'ailleurs on voit que les principaux aéroports mondiaux sont dans les pôles de la triade, qui sont les centres de décision et qui sont les grands centres productifs mondiaux aujourd'hui. Alors, deuxième conséquence après les flux de cette mondialisation et donc de cette division internationale des processus de production, c'est bien sûr des effets sur les territoires qui sont la littoralisation des activités, la frontiérisation des activités et la métropolisation des activités. Avec la hausse des échanges, les activités productives vont se localiser dans des espaces qui leur permettent un accès facile. Les littoraux, pour les activités productives, la métallurgie, etc., deviennent des espaces privilégiés, avec le développement des zones industrielles ou portuaires. Dunkerque, en France, par exemple, ArcelorMittal a laissé ces 2 derniers hauts fourneaux à Fos et à Dunkerque, le dernier tournant étant à Dunkerque. Il n'y a plus de hauts fourneaux dans les vallées alpines qui sont trop loin. Ensuite, donc, il y a une littoralisation des activités économiques. Ensuite, il y a une frontiérisation des activités économiques. Les frontières étant des zones d'échange, sont des zones de relations intenses et un certain nombre d'activités vont se localiser dans des zones frontalières. Pourquoi ? Parce que souvent le travail est moins cher d'un côté et la vie de l'autre, et la vie est moins chère de l'autre. Du coup, on va se localiser à proximité d'une frontière. C'est l'exemple des maquiladoras, par exemple. C'est également l'exemple de la frontière franco-suisse que vous connaissez bien, à laquelle il y a bien sûr une frontière économique qui est de plus en plus franchie. On peut également, à ce titre-là, parler de frontiérisation des activités. Alors maintenant, il y a également, dernièrement, une métropolisation des activités. En effet, les métropoles ont tendance à concentrer certaines fonctions productives, comme par exemple les sièges sociaux des entreprises. Si on prend les entreprises du CAC 40, par exemple, en France, 39 des 40 sièges sociaux des entreprises du CAC 40, mis à part Michelin qui est à Clermont-Ferrand, tous les autres sont à Paris. Et donc, il y a une métropolisation des activités productives, principalement du tertiaire de haut niveau. Et ça, c'est un des autres phénomènes avec une concentration des activités dans les métropoles. On l'avait vu dans le premier thème de géographie. Enfin, dernier phénomène, et qui est important et à noter, c'est la spécialisation des territoires. Avec la mondialisation, les territoires vont se spécialiser dans des domaines productifs. C'est la théorie des avantages comparatifs d'Adam Smith et de Ricardo, qui vise à dire qu'un territoire a un avantage à produire des produits, des biens et des services dans lesquels il est spécialisé, parce qu'il
il les produira avec une productivité supérieure, ce qui lui permettra, en exportant, d'engranger des revenus pour importer des produits de l'extérieur, domaine dans lesquels il est le moins productif. Cette théorie des avantages comparatifs conduit à la spécialisation des territoires. Alors cette spécialisation des territoires, on la constate, donc il y a des territoires extrêmement spécialisés, donc là on n'est pas là pour faire une description mondiale des territoires spécialisés, sinon ça nous prendrait des milliers d'heures. En Haute-Savoie, près de vous, vous avez un territoire productif de mécanique et de productique, qui est le décolletage, qui est spécialisé dans dans la production en très grande série de petites pièces métallurgie à partir de tiges, qui sont usinées très rapidement, et là il y a un savoir-faire local, des entreprises spécialisées, des entreprises de traitement de surface spécialisées dans ce domaine-là, également des producteurs de machines-outils dans ce domaine-là, et là on a un écosystème productif qui fait que le territoire de la vallée de l'Arve est spécialisé dans le décolletage et qui va entraîner une concentration de ces entreprises-là qui travaillent pour l'automobile ou l'aéronautique à ce lieu-là. C'est un exemple de territoire productif. Dans les nouvelles technologies, c'est bien sûr la Silicon Valley qui concentre l'essentiel des nouveaux acteurs des nouvelles technologies dans le monde. Également, il y a des territoires productifs touristiques, comme par exemple Bora Bora, qui est uniquement, ou alors les Maldives, les Seychelles, qui sont spécialisés dans le tourisme tropical. Cette spécialisation des territoires productifs est accélérée par la mondialisation. Voilà pour ce tutoriel sur les espaces productifs, leur diversité et leur spécialisation. C'en est fini pour ce tuto. Bon devoir les premiers STMG. Et à bientôt pour un nouveau tuto.